L'association du laser avec l'urétérorhénoscopie flexible représente un progrès important dans la chirurgie de la lithiase. Bien que cette nouvelle technologie soit en cours de généralisation, le matériel utilisé est fragile et coûteux. Dans ce film, nous résumons les règles d'utilisation à respecter afin de préserver la longévité du matériel et éviter les dommages corporels du personnel soignant. Malgré leur souplesse, il faut se rappeler que les fibres optiques sont en silice et que plus elles sont de faible calibre, plus elles sont fragiles, en particulier au cours de la stérilisation. Nous privilégions leur conditionnement dans des boîtes prévues à cet effet, plutôt que sous sachet. L'extrémité proximale de la fibre incorporée dans un connecteur est protégée par un capuchon qui ne sera dévissé qu'au moment du branchement de la fibre au générateur. Tout contact ou contamination de l'extrémité de la fibre risque de provoquer sa carbonisation ou sa rupture lors de l'injection de l'énergie laser. Pour éviter que la fibre s'en mêle au cours de son déploiement, il est préférable de la dérouler progressivement. L'infirmière du bloc opératoire dévisse le capuchon et connecte la fibre au générateur sans trop la serrer. Sur le laser que nous utilisons, le fil est ensuite suspendu à une tige qui diminue le risque de fracture à la base de la fibre. Pour assurer un positionnement stable de la fibre sur la table d'instrument, nous utilisons des compresses mouillées qui seront posées sur la fibre. Le personnel travaillant à proximité du laser doit être averti de la nécessité du port de lunettes de protection. En effet, la distance nominale de sécurité oculaire est de 82 cm pour le laser Omnium que nous utilisons. Cette distance est atteinte quand le bras est en extension complète, ce qui n'est pas le cas lors de la manipulation de la fibre au cours de l'intervention chirurgicale. Une fois le laser activé, l'intégrité de la fibre et la transmission de l'énergie sont vérifiées. Si la fibre est intacte, le faisceau de visée est projeté sous forme d'un rond régulier. Le laser est de nouveau éteint avant d'introduire la fibre dans le canal opérateur de l'urétéroscope. L'urétéroscope est maintenu aussi droit que possible pour éviter toute déchirure du canal opérateur par la fibre. De la même manière, si la fibre doit être introduite avec l'urétéroscope en place dans les cavités, il est prudent de s'assurer sous contrôle radio que l'extrémité ne soit pas courbée. Comment choisir la taille de la fibre qui sera utilisée ? 4 paramètres sont à prendre en considération: le débit d'irrigation, la perte de flexion, le rayon minimal, l'énergie souhaitée. Tout au long de l'intervention, une irrigation est indispensable, surtout lorsque la fragmentation du calcul et l'effet tempête de neige qui en résulte détériorent la qualité de la vision. Nous utilisons une pompe péristaltique. Le débit du liquide d'irrigation est inversement proportionnel au diamètre de la fibre. Le débit passe de 50 ml par minute sans fibre à 35 ml par minute avec une fibre de 200 micromètres, à 20 ml par minute avec une fibre de 273 micromètres et à seulement 8 ml par minute avec une fibre de 365 micromètres. Pour assurer l'étanchéité autour de la fibre, nous utilisons un joint torique. Bien que la flexion-déflexion puisse atteindre 270 degrés sur les derniers urétéroscopes, dès que l'on introduit une fibre, nous constatons une perte de flexion. Sur 2 urétéroscopes différents, nous constatons que la flexion passe de 270 degrés à 225 degrés avec une fibre de 273 micromètres et à 180 degrés avec une fibre de 365 micromètres. Mais la courbure de la fibre joue aussi un rôle important dans la propagation du faisceau laser. La fibre est constituée d'un cœur en silice, entouré d'un cladding et d'une gaine. Très schématiquement, le faisceau traversant le cœur en silice est réfléchi sur le cladding comme sur un miroir, tant que l'angle d'incidence n'atteint pas l'angle critique. Au-delà de cet angle, le faisceau traverse la gaine et sort de la fibre. Une rupture de la fibre, ou pire, la perforation du canal opérateur de l'urétéroscope, peuvent se produire. En pratique, la courbure limite jusqu'à laquelle on peut utiliser la fibre en toute sécurité est définie par le rayon de courbure minimum.
Ainsi, pour chaque diamètre de fibre, le constructeur fournit le rayon de courbure minimal, ce qui correspond dans notre cas à 14 mm pour les fibres de 200 micromètres, à 30 mm pour les fibres de 273 micromètres et à 45 mm pour les fibres de 365 micromètres. La puissance maximale que l'on peut injecter dans chaque fibre est aussi fonction du diamètre. Souvent, ces paramètres sont préréglés par le constructeur. Par exemple, pour les calculs durs, la puissance passe de 20 watts pour les fibres de 365 micromètres à 16 watts pour les fibres de 273 micromètres et à 11 watts pour les fibres de 200 micromètres. Compte tenu de tous ces éléments, nous privilégions l'utilisation des fibres de 273 micromètres pour la fragmentation des calculs. Elles sont un peu moins souples que les fibres de 200 micromètres, mais plus robustes et permettent d'assurer un débit d'irrigation encore acceptable. Pour la section des tissus, comme par exemple dans le cas d'une endopiélotomie, un niveau de puissance plus important est utile. La fibre de 365 micromètres est plus adaptée. L'organisation de la salle d'opération doit être ergonomique et rationnelle. Par exemple, nous disposons la pédale de l'amplificateur d'image au pied gauche, la pédale du laser au pied droit de l'opérateur, afin d'éviter de déclencher le tir du laser de façon accidentelle. Pour traiter les calculs, il existe deux méthodes de fragmentation. La première consiste à vaporiser le calcul selon la méthode timbre-poste, qui correspond à l'application du faisceau laser à la périphérie du calcul. Comme toujours, la fibre doit être sortie de façon à atteindre au moins le premier tiers du champ visuel. Autrement, le laser risque de brûler le système optique de l'urétéroscope. On observe ici le phénomène tempête de neige et le sable qui s'est accumulé au fond du bassinet. En fin de vaporisation, quelques fragments sont retirés pour l'analyse par spectrophotométrie infrarouge. La deuxième méthode de fragmentation consiste à découper le calcul en plusieurs fragments, suffisamment petits pour être extraits par Dormia à travers l'ureter. En fin d'intervention, l'extrémité de la fibre est systématiquement rafraîchie. Pour ce faire, nous utilisons des ciseaux en céramique et un dénudeur. La fibre est d'abord recoupée, puis dénudée sur environ 5-10 mm. Le cœur en silice est ensuite délicatement rayé avec un tour de ciseau, puis séparé par une traction digitale. Après avoir débranché la fibre du générateur, le capuchon est vissé sur le raccord. Puis, la fibre est enroulée. Le rayon du rouleau doit être supérieur à 10-12 cm. Enfin, la fibre est rangée dans la boîte de stérilisation. En conclusion, avec le respect des règles d'utilisation des fibres de laser et des urétérorhénoscopes flexibles, on parvient à optimiser leur utilisation et accroître leur longévité.